Sur le thème de l'éthique, avec deux interventions qui vont se succéder. La première est de Jean-Gabriel Ganassia, président du comité d'éthique du CNRS, qui va intervenir sur le thème science, éthique et confiance. Jean-Gabriel Ganassia. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à parler de questions d'éthique. Je vais le faire ici en essayant de rapprocher trois thèmes. Le thème des sciences, puisqu'il s'agit d'éthique dans les sciences, et puis la question de la confiance. Alors commençons donc par la science et la confiance, en le prononçant, vous voyez, j'ai dit science et confiance et ma langue a un peu fourché. Hein. On a l'impression qu'il s'agit de science et conscience. Et pourquoi ? Parce que on a l'impression que science sans conscience, bien sûr, n'est que ruine de l'âme, et donc que naturellement, la science doit supposer la confiance. Alors, est-ce que c'est tout à fait vrai ? Alors ça, c'est une première question que je crois intéressant de poser. Quels sont les liens entre la science et la confiance ? D'un côté, bien sûr, la science doit conduire à la confiance. Mais si la science n'était que confiance, à mon sens, elle louperait. En fait, le moteur de la science, c'est plutôt l'inverse. Je crois qu'il y a une tension entre les deux, et ce qui pousse les hommes à aborder la démarche scientifique, c'est justement, je crois, une certaine défiance. Alors pour essayer de comprendre ça, pour comprendre en quoi le manque de confiance est le moteur de la recherche, je vous propose de citer un petit texte de Monsieur Test de Paul Valéry. Je cite. Selon lui, donc, la première hypothèse de toute science, l'idée nécessaire de tout savant, c'est que le monde est mal connu. Oui, or on pense souvent le contraire. Il y a des instants où tout paraît clair, où tout est plein, tout sans problème. Dans ces instants, il n'y a plus de science. Ou, si vous voulez, la science est accomplie. Mais à d'autres heures, rien n'est évident. Il n'y a que lacunes, actes de foi, incertitudes. On ne voit que des lambeaux et d'irréductibles objets de toutes parts. Donc, comme le dit si bien Paul Valéry, ici, il y a à l'origine de toute recherche le doute, l'inquiétude, la volonté de reculer les frontières de l'ignorance pour accroître notre confiance. Si l'on pensait que tout était connu, que l'on pouvait se fier à ce que l'on savait déjà, il n'y aurait pas vraiment lieu de faire de la recherche. Mais cela ne suffit pas. Monsieur Test poursuit. Comme on s'en est plus ou moins aperçu de tout ceci, on cherche le moyen de passer à coup sûr du second état. Alors, je rappelle, c'est celui de confiance dans le premier, et de transformer à volonté l'esprit inquiet du moment en le possesseur tranquille de tout à l'heure. On cherche le moyen de passer à coup sûr. La recherche ne saurait être satisfaite que si l'on dispose de procédures de validation qui assurent la certitude. Sans cette volonté d'apporter des preuves irréfutables, il n'y aurait pas de science. La science parle donc de la défiance pour chercher à la supprimer et à assurer la conscience, c'est-à-dire une croyance ferme. Et je crois qu'il est extrêmement important de bien comprendre cette tension qui existe dans la science entre l'inquiétude de ne pas savoir et la volonté, bien sûr, de savoir. Or, donc, dans le même temps où la science s'attache, par la précision de ses méthodes, par l'acharnement avec lequel elle traque toutes les sources d'erreurs et d'approximations, par l'accumulation d'observations, de tests et d'expériences, je rappelle que expérience, étymologiquement, ça vient de péril. Et c'est important parce qu'il s'agit de mettre en danger les théories. Eh bien, cette inquiétude du scientifique ici. Donc la science, en dépit de tout cela, de tous ces efforts pour assurer une certitude, aujourd'hui, elle suscite une forme de défiance dans la société.
Et c'est bien de cela dont je voudrais commencer par parler ici. Ce que, aujourd'hui, par exemple, les Américains appellent les fake news, un terme qu'on traduit parfois en français par infox, ou encore par information alternative. Donc ces différentes informations qui sont introduites par les tenants de différentes causes, qui peuvent être d'ordre politique, économique ou religieuse, viennent jeter le discrédit sur certaines conclusions des scientifiques. D'autres fois, donc là ça vient de l'extérieur, la mise en cause de l'extérieur de la science. Mais d'autres fois, ce sont les pratiques de certains scientifiques elles-mêmes qui conduisent à semer le doute sur les sciences et à saper le crédit et donc la confiance que la population accorde assez naturellement aux sciences. Alors sur le premier point, donc, à savoir sur la diffusion de fake news, d'infox, diffusion qui, d'une certaine façon, a toujours existé, mais qui s'accroît aujourd'hui considérablement avec le web et avec des logiques économiques qui sont sous-jacentes au web, qui tendent à encourager la diffusion de fausses nouvelles. En tant que scientifique, en tant que comité d'éthique du CNRS, nous ne pouvons pas grand-chose. Nous ne sommes pas tout à fait démunis. Ceci étant, face à cela, je reviendrai peut-être sur le sujet tout à l'heure, mais justement on se demande quelle peut être la posture du scientifique dans l'espace public pour expliquer qu'un certain nombre d'éléments doivent être portés à la connaissance du public et qui se distinguent d'autres assertions, d'autres affirmations. Mais en revanche, sur le second point dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire sur les pratiques des scientifiques qui conduisent à semer le doute dans les sciences, je crois que nous pouvons essayer d'agir, et c'est une des fonctions du comité d'éthique que d'attirer l'attention sur les difficultés et sur ce type de pratique. Alors, je voudrais maintenant, pour aborder donc cette tension entre la science et la confiance, envisager 3 points. D'une part, le fait que dans l'activité scientifique, il y a des controverses. On va revenir tout à l'heure, mais nous avons eu tout de suite une excellente illustration de ce type de controverses. Et nous allons voir, bien sûr, que ces controverses sont différentes des controverses publiques. Deuxième chose, les inconduites scientifiques qui conduisent les chercheurs à se discréditer dans leur travail sont condamnables. Nous allons très rapidement les exposer. Et puis enfin, troisième point, et là nous aborderons un peu les questions d'éthique, les applications des résultats de la science, pour une part, peuvent être considérées comme néfastes et conduisent de temps en temps à distendre la confiance que la population peut avoir dans la science. Donc, premier point, sur les controverses scientifiques. Elles existent depuis toujours. Comme nous venons de le voir ici, elles sont naturelles. Ce sont ces controverses qui permettent à la science d'évoluer. Elles sont l'essence de la démarche scientifique qui est d'abord collective et conflictuelle. Mais ce qui importe, c'est que dans le cas de la démarche scientifique, le conflit a ses règles. Les différends qui peuvent exister entre scientifiques se règlent non pas par la force physique, c'est bien évident, mais par l'argumentation. Et ça ne se règle pas par n'importe quelle argumentation. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des arguments qui plaisent. Il faut avoir des arguments qui constituent des preuves. Ça peut être des démonstrations mathématiques, cela peut être des faits empiriques. Il y a de ce fait une possibilité de confrontation des arguments et des preuves. Et deuxième point, les controverses scientifiques ont naturellement vocation à se régler. Elles ne sont pas éternelles. Il y a un moment où nous avons progressé. Du moins à se régler provisoirement, jusqu'à ce que de nouveaux arguments viennent mettre en cause les théories acquises. Alors je voudrais
illustrer ça très rapidement, connaissons tous, bien sûr, le système ptolémaïque, dans lequel la Terre était au centre. Et puis ensuite, progressivement, Copernic a introduit l'idée que le Soleil était au centre, l'idée que la Terre était au centre, que le Soleil était au centre, excusez-moi. Mais avec des orbites circulaires. Et ensuite, des études empiriques conduites par Tycho Brahe, et puis ensuite des propositions par Kepler ont conduit à faire évoluer ce type de conception. Et puis ensuite, Galilée, avec la lunette, bien sûr, a permis de préciser les choses. Et donc, vous voyez qu'il y a une succession de conceptions qui sont différentes. Nous avons vu ici que, par exemple, la médecine va passer d'une médecine des humeurs, avec Galien, à ensuite une médecine mécaniste ou chimique, et puis ensuite un retour à une forme de médecine des humeurs, avec le milieu intérieur de Claude Bernard, et puis ensuite une reprise de ces conceptions, après l'épisode dont on a parlé de la médecine pastorienne sur les microbes, reprise plus ou moins, bien sûr, avec les notions d'hormones. Ces véritables controverses scientifiques, donc, dont j'ai dit qu'elles se réglaient, s'opposent à des fausses controverses qui, elles, sont lancées par des groupes militants. Alors, qu'est-ce qui distingue les deux types de controverses ? C'est parce que les groupes militants, eux, justement, ont une confiance absolue dans leur théorie. Ils n'ont pas de doute. Ils partent d'une certitude absolue. Et justement, le propre du scientifique, c'est cette inquiétude. C'est le fait qu'il est ouvert à tout moment au doute et à la possibilité de remettre en cause les théories qu'il défend. Donc ça, c'est, je crois, le premier point sur la notion de controverse. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans la société contemporaine, il importe plus que jamais d'expliquer au public la nature des véritables controverses scientifiques et de le distinguer de fausses controverses qui prennent parfois l'allure d'être des controverses scientifiques, mais qui, de fait, ne le sont pas. Ce n'est pas une tâche facile, mais je crois que nous pouvons quand même, par une explication attentive, patiente, le montrer. Deuxième point, j'ai dit, ce qui sape la confiance dans la science, ce sont les inconduites scientifiques de certains chercheurs. Il arrive que la volonté de surpasser ses collègues, les impératifs de la carrière, le besoin de satisfaire aux indicateurs d'activité scientifique, l'emporte sur la motivation initiale du scientifique et le conduisent à abandonner cet idéal qui porte normalement uniquement sur la connaissance et à tricher. Des cas patents de tels manquements à l'intégrité scientifique sont assez rares. Mais ceux qui arrivent ont un effet désastreux sur l'image de la science dans la société. Et c'est pour ça qu'il importe, je crois, aujourd'hui, que les organismes de recherche et que les universités prennent ces cas très au sérieux pour les sanctionner le plus rapidement possible. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, simplement pour rappeler que ce qu'on appelle les fraudes, sont en général trois choses. On dit, il y a un sigle utilisé couramment, c'est FFP, falsification, fabrication, plagiat, donc falsification des données qui sont corrigées, fabrication, c'est-à-dire construction de données imaginaires, et puis plagiat, c'est la recopie d'un article. Alors bien sûr, ça n'a pas le même caractère de gravité d'une certaine façon, puisque la falsification et la fabrication sont une atteinte à la connaissance, donc selon moi, en tant que scientifique, le plus grave. Le plagiat, c'est une atteinte à une personne. Donc ça a un caractère de gravité indéniable, mais qui n'est pas du même ordre. En tant que scientifique, ce sont les deux premiers points qui sont, je crois, les plus graves, car c'est eux qui viennent certainement conduire à un manque de confiance dans la science. Alors on peut donner des exemples, comme Jan Henrik Schön, un physicien qui a prétendu à un moment donné concevoir des transistors moléculaires et qui a publié pendant quelques années un nombre impressionnant de papiers dans les revues les plus prestigieuses pour que l'on se rende compte, bien sûr, que ces travaux théoriques, en fait, ne reposaient sur rien
et que les soi-disant résultats expérimentaux avaient tous été inventés. On aurait bien sûr beaucoup d'exemples, mais quand je dis beaucoup d'exemples, pas tant que cela, si l'on essaye d'en faire un inventaire systématique. Alors à côté de ces fraudes, bien sûr tout à fait inadmissibles, on repère d'autres catégories de comportements répréhensibles. Mais ceux-ci sont d'un ordre un peu différent. C'est-à-dire qu'ils conduisent à mettre en cause la confiance que l'on peut avoir dans la science, mais pas la confiance dans les résultats de la science, mais la confiance dans la probité, l'honnêteté des chercheurs, la confiance morale dans les chercheurs. Alors ça peut venir d'inconduites dans les laboratoires, par exemple de discrimination, de harcèlement, qui pourraient être poursuivis d'ailleurs de façon pénale. Mais ça peut être aussi des actions qui violent les valeurs traditionnelles de l'entreprise de recherche et qui portent sur le processus de recherche lui-même. Par exemple, l'éthique de l'expérimentation. Je vais à cet égard citer cet épisode absolument atroce d'un chirurgien, Paolo Macchiarini, qui, au Karolinska Institute, un institut de recherche extrêmement prestigieux en Suède, a procédé à des expérimentations humaines, sans prendre toutes les mesures qui étaient nécessaires, et d'ailleurs a conduit à des résultats absolument catastrophiques, une espèce de Mengele contemporain. Alors, il y a d'autres questions, bien sûr, qui se portent sur l'éthique de l'expérimentation, et qui sont discutables, même si elles ne sont pas aussi effrayantes, et qui portent, bien sûr, sur, par exemple, la protection de la vie privée, ou sur la question du consentement éclairé, qui est souvent assez non éclairé, parce que vous pouvez vous signer un document de 20 pages, dont il est extrêmement difficile à quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de comprendre les tenants et les aboutissants. Et puis il y a un troisième point, toujours sur cette question de confiance dans la science, qui est la confiance non pas liée à l'activité de recherche, mais la confiance qui est liée aux applications de la science. Effectivement, si les applications sont contraires à l'idée que l'on se fait du bien commun, ou si elles peuvent inquiéter, au point que les hommes ne se retrouveraient pas dans la société qui serait construite à l'aide de ces sciences, ça conduit bien sûr à une défiance envers la science. Alors, ça porte bien sûr sur les conséquences sociales de la recherche. Alors, ça peut être des questions liées, par exemple, au clonage. Ça peut être des questions liées à la science à grande échelle, avec la géo-ingénierie qui modifierait la planète. Ça peut être lié à des questions portant sur les bactéries, des expérimentations qui conduiraient à des bactéries qui proliféreraient. Alors, en tant qu'informaticien, je voudrais m'intéresser bien sûr à ce qui est mon domaine, et des questions bien sûr qui ont pas mal traumatisé les gens sur les robots autonomes. Vous vous souvenez par exemple de ces articles de journaux ces derniers temps qui nous expliquent que les voitures, tout d'un coup, vont être programmées, si elles sont autonomes, pour tuer leurs passagers. Ce qui effraie bien sûr. Alors pourquoi elles sont programmées pour tuer leurs passagers? Parce que, supposez que la voiture arrive en haute côte, il y a le feu qui est vert, elle ne voit pas le passage protégé, et au moment où elle arrive sur le passage protégé, 5 personnes sont en train de traverser. Et, bien sûr, à ce moment-là, la voiture autonome doit faire un choix. Soit elle va tout droit, elle tue 5 personnes, soit elle va sur la gauche, et à ce moment-là, la voiture s'écrase et il y a un seul mort. Donc, bien sûr, la voiture fait un calcul utilitariste, et elle se dit 5 contre 1. L'attitude la plus éthique, pour moi en tant que machine, c'est de tuer une seule personne. Manque de bol, c'est le propriétaire de la voiture. Qui est le conducteur, qui est le passager, il n'y a pas de conducteur. Je dois dire que ça a beaucoup traumatisé, au point d'ailleurs que les constructeurs automobiles se sont empressés de dire que dans ce cas-là, la voiture sauverait le passager. Dans ces questions traumatisantes, il y a certes des armes autonomes. L'idée que
nous allons avoir affaire à une nouvelle génération d'armes qui va décider automatiquement des cibles qu'elles vont atteindre. Alors, je n'ai pas le temps ici d'examiner en détail ces questions, mais je crois que cela repose quand même sur des illusions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à proprement parler d'armes autonomes. Plus exactement, il faut distinguer l'autonomie en sens technique, qui est le fait que vous avez une séquence de causalité qui va de la prise d'information à la décision. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien avoir une arme qui a une cible, par exemple qui tire sur ce qu'elle bouge ou qui tire sur un certain spectre infrarouge. Et puis c'est bien différent d'une arme totalement autonome qui déciderait d'elle-même. Alors pour clarifier cela, je vais prendre un exemple avec la voiture autonome. Une voiture autonome telle qu'on nous les vend aujourd'hui, elles ne sont pas vraiment autonomes. C'est-à-dire que vous leur dites « je vais à la piscine » et elle vous conduit à la piscine. Bien sûr, elle évite les obstacles, elle se débrouille à ne renverser personne, à s'arrêter au feu rouge, et mis à part les petits problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, elle vous conduit à bon port. Mais une voiture qui serait autonome au sens des armes autonomes, c'est une voiture qui vous dirait, si je vous proposais d'aller à la piscine, « non, non, j'ai repéré que vous aviez mal aux dents, je vous ai pris un rendez-vous chez le dentiste, et... » Ou alors qu'elles disent « non, le parking de la piscine est vraiment insupportable, je préfère aller au cinéma. » Alors je voudrais continuer maintenant pour aborder la question qui nous intéresse plus ici, ce sont les questions éthiques qui se posent dans le domaine de la santé. Alors pour ça, je voudrais d'abord essayer de brosser un panorama des applications de l'intelligence artificielle au secteur de la santé qui sont très nombreuses. Elles sont, on le verra après peut-être dans l'exposé qui suit de Jean-François Delfraissy, elles sont nombreuses et elles sont relativement nouvelles, ce qui fait qu'elles ont besoin d'être étudiées, examinées, et nous devons essayer de regarder quelles sont leurs conséquences en termes éthiques. Alors la première chose, bien sûr, c'est que l'intelligence artificielle va permettre de stocker énormément de données. D'abord de données individuelles, et donc vous allez avoir des systèmes d'information dans les hôpitaux, de données sur la littérature, nous allons avoir accès à énormément d'articles, et puis vous savez qu'il y a une production d'articles scientifiques qui est considérable, et donc un seul homme n'est plus capable d'accéder tout seul à l'ensemble de la littérature. Et donc nous avons besoin d'intelligence artificielle pour essayer de mieux soigner, pour essayer d'accéder à toute la connaissance. Accéder aussi à la législation qui est de plus en plus complexe. Il y a des banques de données, outre ces articles scientifiques, qui sont extrêmement importantes. Par exemple, ce qui correspond au dossier des patients, à partir desquels on souhaiterait extraire automatiquement des connaissances. Donc vous voyez que l'intelligence artificielle peut rendre de très grands services, donc il ne faudrait pas se passer aujourd'hui. Mais en même temps, nous allons voir tout à l'heure que ça peut poser un certain nombre de questions d'ordre éthique qu'il faut essayer d'examiner en détail. Alors je voudrais continuer sur ces applications, j'ai parlé des données, et puis maintenant il faut parler de l'utilisation de ces données, et en particulier du fait qu'on peut imaginer, et qu'on commence à fabriquer depuis longtemps, des systèmes qui font des diagnostics automatiquement. Alors ça peut être les anciens systèmes experts qui utilisaient de la connaissance rédigée manuellement, et qui peuvent d'ailleurs toujours avoir cours, mais ça peut être aussi des outils qui exploitent automatiquement de la connaissance à partir de grandes bases de données, et qui, à partir de ça, établissent des diagnostics. Je vais donner un exemple. Il y a un peu plus d'1 an, la revue Nature a publié un article dans lequel on montrait qu'à partir de photos de grains de beauté prises avec des téléphones portables, annotées ensuite par des médecins, c'est donc de l'apprentissage supervisé. Donc à partir de cela, qu'est-ce que l'on faisait ? Eh bien, on était capable de faire un diagnostic du mélanome de ce grain de beauté, de mélanome potentiel, avec une précision qui était meilleure que celle de 21 médecins dermatologues. Donc vous voyez qu'on obtient des systèmes de très grande qualité. Nous allons voir parce que ça peut être extrêmement utile pour faire de la prévention, mais ça peut poser un certain nombre de questions. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On parle aussi bien sûr de prothèses, qui peuvent jouer un rôle extrêmement important, qui utilisent de l'intelligence artificielle. Ça peut être des membres artificiels, ça peut être des organes artificiels. La surveillance des patients, qui peut faire appel à des objets connectés, la robotique de compagnie. Et puis,
ce qu'on sait, c'est que, je viens de parler d'objets connectés, il existe de plus en plus d'objets connectés. Vous savez qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui ont un stimulateur cardiaque, ou le nombre de personnes qui, chez eux, disposent d'un respirateur la nuit, est extrêmement important. Et tous ces objets connectés diffusent de l'information qui peut ensuite être utilisée, soit à bon escient pour améliorer les soins, soit à mauvais escient. Alors maintenant, nous allons envisager les questions éthiques que cela pose. Alors, première question, bien sûr, la question de la protection de l'intimité de la vie privée. Car, si je reprends l'exemple de ces objets connectés, nous allons tous diffuser en permanence une information qui peut être utilisée soit, comme je l'ai dit, à bon escient, soit peut-être par nos compagnies d'assurance pour accroître nos primes, par éventuellement nos employeurs qui pourront suivre exactement ce que l'on fait, mais qui pourraient éventuellement être piratés aussi, objets connectés qui pourraient être piratés par des personnes malveillantes. De même, le stockage des données, bien sûr, peut poser problème. Alors là, je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas de solution miracle. Il y a aujourd'hui un règlement européen qui va entrer en vigueur sur la protection des données, mais il est très touffu, très compliqué, et je ne crois pas qu'il va, par un coup de baguette magique, résoudre les problèmes. Il me semble qu'aujourd'hui, nous avons une tension qui existe. J'appelle ça un trilemme. Un dilemme, c'est entre deux points. C'est un trilemme parce qu'il me semble qu'il y a trois questions qui se posent. Il y a d'un côté la protection de la vie privée, de l'autre la sécurité. Et bien sûr, en médecine, nous y sommes particulièrement sensibles puisque le but de la médecine, c'est d'assurer la sécurité. Or, la sécurité se fait aux dépens de la protection de la vie privée. Que ce soit la sécurité au sens de la santé ou la sécurité publique. On a ouvert notre sac en rentrant dans cette salle. C'était une intrusion dans notre vie privée, mais nous l'acceptons parce que nous pensons que c'est bon pour notre sécurité. Et puis il y a un troisième terme qui est important, parce qu'il rentre en tension avec les deux autres, c'est le terme de transparence. Nous souhaitons la transparence. Et la transparence, bien sûr, elle peut d'abord mettre en cause notre sécurité dans certains cas, et puis surtout, la transparence est plus ou moins antinomique avec la protection de l'intimité de la vie privée, puisque si on est transparent, nos données vont être ouvertes à tout le monde. Donc ça, c'est le premier type de questions éthiques. Mais il y a d'autres questions d'ordre éthique que je voudrais mentionner. Par exemple, la frontière entre la réparation des corps et l'augmentation. Alors pour ça, je vais donner un exemple simple. Vous vous souvenez tous d'Oscar Pistorius ? Vous savez que son affection fait que les deux pieds ont été remplacés par deux lames. Il se trouve, et peut-être que vous la connaissez moins, une jeune femme qui s'appelait Jennifer Bradshaw, qui admirait Oscar Pistorius. Elle avait la même affection qu'Oscar Pistorius, mais sur un seul pied. Elle avait donc une lame sur un pied. Elle voulait courir comme Oscar Pistorius. Elle a demandé à son médecin de lui couper l'autre pied pour lui mettre une lame. Si je puis me permettre, il vous reste 5 minutes. Merci. D'accord. Alors, dernier point que je voudrais évoquer très rapidement, c'est la question de la responsabilité dans la prise de décision. Nous avons vu qu'il existait des systèmes qui permettent d'automatiser la prise de décision. Le problème, c'est que si ces systèmes se révèlent plus fiables statistiquement que les médecins, le risque, c'est que les médecins ne décident plus. Et donc, qu'ils ne soient plus responsables, plus exactement, que s'ils décident d'une façon différente de la machine, à ce moment-là, qu'ils engagent leur responsabilité. Donc, pour ne pas engager leur responsabilité, ils ne décident plus. Alors, je crois qu'il faut bien faire attention dans le futur à ce que l'on s'assure que la liberté soit toujours préservée et la responsabilité soit toujours la responsabilité humaine et pas celle des machines. Et pour faire ça, il faut que les machines puissent expliquer, c'est-à-dire établir quels sont les éléments d'information qui ont été utilisés au cours du processus de prise de décision. Alors je voudrais terminer sur l'éthique. J'ai parlé un peu d'éthique, mais je voudrais aller un peu plus loin. Je crois qu'avec la science, à la fois nous avons besoin d'éthique, bien sûr, mais je crois aussi qu'il faut réfléchir au fondement de l'éthique. Vous savez que l'éthique, c'est lié aux mœurs, c'est lié aux habitudes.
Dans l'Antiquité, les premières éthiques, dans beaucoup de sociétés, se fondent sur la tradition. Nous faisons les choses parce que les pères l'ont fait. Aujourd'hui, ça n'est plus possible parce que nous sommes dans des sociétés où nous ne pouvons pas nous reposer sur des traditions. D'autres éthiques philosophiques se fondent sur des valeurs. Mais là encore, c'est très difficile parce que nous sommes dans un monde multiculturel où nous ne pouvons pas partager tous les mêmes valeurs. Avec les philosophes des Lumières, on a essayé de fonder l'éthique sur des principes. Deux grands types de principes s'opposent. Les principes utilitaristes, qui essayent de maximiser un bonheur ou une satisfaction, ou des principes déontiques. Mais dans les deux cas, il faut établir, pour l'utilitarisme, qu'est-ce qu'on doit maximiser, et ça n'est pas facile. Et pour le déontisme, qu'est-ce qui légitime les différentes lois que l'on va poser. Aujourd'hui, on se rend compte que, et depuis le XXe siècle, que les conséquences de ces éthiques fondées sur des principes ont pu être catastrophiques. C'est ce qui a conduit des gens comme Max Weber à opposer l'éthique de responsabilité à l'éthique de conviction. Et donc, on doit utiliser la science pour établir les principes éthiques. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les sciences sont multiples et elles sont trop complexes pour qu'un seul homme puisse décider. Ça veut dire qu'il faut des éthiques de délibération où différents scientifiques de différents horizons puissent échanger entre eux pour réfléchir aux fondements éthiques qu'ils vont être en mesure de poser. Je crois que c'est tout à fait essentiel pour le futur. Alors ce que ça veut dire, et je conclurai là-dessus, c'est que donc, les éthiques de la délibération ne peuvent vraiment conduire à une décision collective que si les informations de tous les acteurs qui délibèrent sont acceptées et comprises par tous les acteurs. Et ça, bien sûr, ça risque d'être mis en défaut, dans la société en tout cas, si vous avez ces diffusions de nouvelles erronées qui sont excessives. Mais ce que je voudrais dire en conclusion ici, c'est que nous avions commencé par parler de la science et de la confiance. Et nous avons vu qu'il y avait une tension entre la science et la confiance. Nous avons vu que c'est la défiance qui est le moteur de l'activité scientifique, mais que la science essaye de nous aider à établir une confiance du chercheur, une confiance dans la connaissance, mais aussi, le but, et c'est l'objectif de l'éthique, établir une confiance avec la société. Et cette confiance est tout à fait essentielle puisque une société n'existe que par la confiance mutuelle que nous vouons les uns aux autres. Alors maintenant, pour la conclusion, je voudrais retourner cette problématique. Je veux dire, la confiance sociale aujourd'hui, il me semble que justement, elle ne peut pas être établie autrement que par les sciences, et c'est par la méthode, par les débats scientifiques, tels que nous avons vu qu'ils se déroulaient, c'est-à-dire qui étaient fondés sur des preuves et sur des arguments explicites, que se fonde la confiance. Et donc, j'ai dit, si il ne peut pas y avoir de science sans confiance d'une certaine façon, il ne peut pas y avoir de confiance sans les sciences. Merci. Jean-Gabriel Ganassia, merci beaucoup, monsieur.